Merci, pour cette invitation et puis, pour, venir, contribuer, à la réflexion. Je trouve que, ça va, bien, se compléter parce qu'on a vu un peu du côté des parents. Là, moi, je vais me centrer surtout du côté, des enfants ou, des anciens enfants, donc des adultes, qui, ont été enfants avant. Donc je vous, resitue un petit peu d'où je parle en fait, hein. Mes travaux, de recherche par rapport à la question de l'adoption, remontent maintenant à de nombreuses années. J'ai débuté par plusieurs, mémoires de recherche et puis une thèse de doctorat aussi en psychologie, qui ont été suivies par, plusieurs recherches, universitaires et puis une pratique clinique aussi, notamment au sein de la consultation adoption, à Dijon avec, Jean Vital de Monléon. Donc mon domaine de recherche et d'application, aussi pratique, a été renforcé, depuis 2017 à l'université d'Angers par la création d'un diplôme universitaire, qui s'appelle Adoption, attachement et pratique professionnelle. Parce qu'il nous semblait que c'était tout à fait, important et essentiel, de pouvoir, venir, apporter de la réflexion, des outils, de la matière aux professionnels qui, interviennent dans des situations adoptives ou proches, en tout cas qui mettent en question les liens et notamment les liens familiaux et d'attachement. Et donc là, on a un DU qui, permet de conforter les pratiques, de les confronter aussi, et en tout cas de les questionner, et de penser aux dispositifs d'accompagnement par les professionnels. Alors peut-être, que, ce qu'on peut, par là où je peux commencer, la réflexion, c'est, dans, dans la fin des années 90, début des années 2000, beaucoup de travaux et d'écrits en matière d'adoption portaient, à mon sens, sur, plutôt 2 axes thématiques, 2 ouvertures possibles. Alors il y avait d'un côté, je schématise évidemment un petit peu, d'un côté les parents adoptifs et leur parcours avec les questionnements, les difficultés. Et puis de l'autre côté, on trouvait, du côté des enfants adoptés, des écrits qui se centraient davantage sur les problématiques, et notamment des problématiques psychiques, des troubles identitaires, des troubles de l'attachement. Il y a eu la grande période, de ces écrits-là, avec bien souvent pour seule porte d'entrée, celle de l'âge tardif d'adoption qui, semblait répondre à toutes les difficultés, et enfin justifier, ces écrits. Alors, bon, pour ma part, je trouvais qu'il y avait autre chose à aller voir évidemment, hein, et qu'on ne pouvait pas, se contenter de ça. Et donc, j'ai, voulu, apporter un autre angle de lecture, et notamment, à travers, et à partir, des propos, des, personnes adoptées elles-mêmes. Et je me suis surtout centrée, auprès d'adolescents ayant été adoptés et de jeunes adultes ayant été adoptés auparavant. Donc il y a eu, une phrase, une rencontre, qui a un peu déclenché, cette orientation-là, d'un jeune adolescent, de 15 ans, qui, avait été adopté à l'âge de 6 ans et qui, me dit, «Si tu fais des recherches sur l'adoption, ce serait bien que ce soit les adoptés eux-mêmes qui puissent en dire quelque chose. Alors dis-leur, hein, aux gens que tu vas rencontrer, qu'être adopté, ce n'est pas si grave que ça et qu'être adopté grand, c'est pas le problème. Dis-leur que je vais bien». Donc j'ai trouvé intéressant cette accroche-là, en tout cas. Donc j'ai repris un peu à travers, les différents, travaux et les différentes, rencontres, que j'ai pu, avoir. J'ai repris le parcours, ce qui fait, parcours un peu commun, même si chaque histoire, adoptive est singulière. Ce qui est un petit peu commun dans ce parcours adoptif et à quel moment les professionnels peuvent intervenir et qu'est-ce que, les adultes ayant été adoptés peuvent nous dire et se souviennent de l'intervention de ces professionnels. Donc si on reprend, les,
qui est un peu commun dans ce parcours adoptif, eh bien, il y a une trajectoire singulière, mais des étapes communes avec un contexte familial d'origine. Donc, avant une rupture dite définitive, bien que chaque rupture soit différente aussi, peuvent être inscrites sur une durée plus ou moins longue, plus ou moins brutale, etc., ou plus ou moins accompagnée également. Euh, mais là, ce qui me semblait important, c'était de comprendre comment cette période-là vient s'inscrire dans les représentations de ces adolescents ayant été adoptés ou de ces jeunes adultes ayant été adoptés. Il y a pour toute personne adoptée une activité, et pour toute personne en général, une activité de représentation à propos de son histoire, à propos des événements émotionnels aussi qui composent cette histoire. Ce que l'on peut observer dans l'adoption et dans les propos que j'ai pu recueillir, c'est une forme de loyauté, loyauté filiale qui existe dans cette activité de représentation qui peut parfois pousser certains adoptés même à prendre la responsabilité, voire à assumer la culpabilité pour certains de leur abandon, ou ce qu'ils nomment comme étant leur abandon, ou alors également en attribuant même cette responsabilité à la seule famille présente, donc à la famille adoptive aussi. La famille d'origine, en tout cas, dans les représentations, est rarement représentée sans valeur. Euh, alors, avec par exemple ce propos d'une jeune adulte qui me disait, mais au fond, ma mère m'a fait confiance. Elle m'a fait naître en pensant que j'allais savoir me débrouiller dans la vie, même sans son aide. C'est important que je garde cette confiance en moi. Ça vient interroger la place, le discours, les écrits aussi des professionnels, notamment au moment de l'accueil de l'enfant et dans son accompagnement par la suite. Qu'est-ce qu'on laisse comme trace écrite, notamment dans les dossiers, dans les suivis. Deuxième grande étape qui est commune, c'est le temps entre l'abandon et l'adoption que j'avais nommé une sorte de durée de latence, en fait, parce que peut-être qu'on ne voit pas beaucoup de choses flagrantes, mais en tout cas, il s'y passe beaucoup de choses en termes de construction, notamment identitaire. Dans cette période-là, qui est relativement peu étudiée en fait dans les recherches, dans les différentes approches, parce que bien souvent, on considère soit avant adoption, soit après adoption. Et on oublie un petit peu cette période euh, qui peut être courte, mais qui peut être longue aussi. Et même si elle est courte, il s'y passe vraiment des choses. Il y a des éléments qui sont assez importants. Et donc, moi, j'avais identifié plusieurs éléments qui peuvent avoir leur incidence, notamment sur les représentations et puis sur la construction identitaire par la suite. Alors, comme grand élément important dans cette période-là, c'est celui de la présence ou de l'absence d'une figure d'attachement, d'au moins une figure d'attachement avec plusieurs situations qui sont envisageables. Par exemple, il peut y avoir un substitut adulte, responsable, affectueux, disponible, qui est présent. Il est plutôt permanent, il est capable de s'ajuster aux besoins de l'enfant. Il lui permet notamment par la parole d'être au monde. Euh, Ça peut être donc un professionnel hein, qui est là à ce moment-là et qui permet de continuer, de contribuer à mettre au monde et à continuer d'être au monde l'enfant. Et puis, il peut y avoir une autre situation où, à ce moment-là, aucune figure d'attachement sécurisante n'intervient. Et dans ce cas, l'enfant doit puiser dans ses ressources propres. Et selon son âge, il doit essayer de trouver des réponses à une angoisse existentielle, une angoisse, une expérience de solitude extrême. Peut se traduire pour certains enfants par des pleurs, mais aussi du retrait psychique, des balancements, une recherche de proximité avec n'importe qui également. Et puis, autre cas de figure, il peut y avoir aussi une multitude de substituts parentaux
qui est présente, mais aucun lien singulier, unique et sécurisant ne s'établit réellement. Et ça, c'est une réflexion qui m'a été faite il y a moins de 15 jours par justement une professionnelle qui était dans le DU, parce qu'on a eu notre premier module, et qui disait, mais dans certaines situations, tous les professionnels veulent bien faire auprès de l'enfant et se présentent à l'enfant, mais finalement, on a l'impression que l'enfant, il n'arrive pas à accrocher à une personne en particulier et qu'il est presque noyé sous la multitude de personnes qui veulent bien faire auprès de cet enfant. Donc, il y a peut-être quelque chose là aussi à réfléchir du côté d'avoir un, deux, mais pas beaucoup plus référents pendant cette période-là qui seront vraiment investis et consacrés à l'échange et au suivi de cet enfant. Euh, autre élément que j'ai pu relever, c'est l'impact aussi du vécu institutionnel. C'est-à-dire que pendant cette période d'un entre-deux, plus ou moins court, l'enfant peut faire l'expérience d'un milieu plutôt familial, d'une structure familiale, peut faire l'expérience d'une structure plus collective. Donc là aussi, est-ce que ça crée des choses un peu différentes? Euh, Bien sûr, à la condition qu'il y ait au moins une figure d'attachement en milieu collectif. On sait que si ce collectif est trop important, hein, au-delà d'une centaine d'enfants, par exemple, eh bien on sait que là, ça va générer des difficultés après dans la question du lien à l'autre, de l'attachement justement sécurisé à l'autre. Je cite un jeune qui me disait qu'il n'avait aucun souvenir de cette période parce qu'il dit je suis né sous le secret. Et puis ensuite, il a été placé en pouponnière avant d'être adopté à l'âge de 7 mois. Donc il dit j'ai pas de souvenir. Mais il pense, et cette pensée est très ancrée en lui, qu'il y a eu des personnes qui l'ont pris dans les bras. Et il est certain d'avoir été bercé. Cette pensée lui donne beaucoup d'apaisement lorsqu'il ressent des moments d'angoisse. Euh, et puis, autre élément important, toujours par rapport à cette période, et c'est bien là que les professionnels interviennent, c'est la question de la préparation vers une autre rupture, une seconde ou une autre, parce que parfois ça peut être une énième rupture en fait. Parce que même le fait de partir pour être adopté par une famille aimante, disponible et autres, c'est malgré tout un changement de lieu, un changement de milieu, et c'est aussi une rupture. Mais les ruptures, elles peuvent être préparées. Euh, il y a évidemment quelque chose lorsque la rupture n'est pas préparée, n'est pas mentionnée, lorsque aucun mot n'est mis dedans, lorsqu'il n'y a aucune anticipation possible, où là, ça devient effectivement une rupture qui va avoir un caractère plutôt brutal, même si c'est pour le bien de l'enfant, puisqu'il part dans une famille adoptive. J'avais, pour illustrer ça, un jeune adulte que j'avais rencontré qui a été adopté à l'âge de 8 ans. C'était une adoption internationale et il me raconte ce dont il se souvient, qu'il a reconstruit hein, aussi par la suite. Il dit: on m'a réveillé le matin de bonne heure, on m'a enfilé un jean par-dessus mon pyjama, on m'a mis un pull et donné un nouveau manteau. Et là, je revois des mains qui m'emmènent, mais je ne sais pas où. Je ne comprends pas. Je monte dans une voiture. Encore des mains. Je vois des avions. Je me dis que je vais partir aux États-Unis. Peut-être qu'un GI va m'attendre. Dans l'avion, je pense que j'ai dormi, mais je suis sûre que j'ai vu à un moment par le hublot de la neige. Mais l'avion est reparti. Je me souviens plus trop. Encore des mains qui m'emmènent, mais je ne comprends pas. Des gens me regardent. Il y a un homme, une femme, une fille de mon âge. Ils me sourient, mais je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Je pars avec eux, ils me prennent par la main. On monte dans une voiture, c'est le brouillard pour moi. Je dors. On roule encore, je crois que c'est très long. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils sourient, ils sont gentils, me tendent des gâteaux, mais je ne sais pas qui ils sont. La voiture s'arrête, je revois une maison,
un chien, des pièces, une chambre, un lit un peu haut, mais moi, j'ai jamais dormi que par terre dans ma vie. Et les semaines passent et je ne comprends pas et je n'ai qu'une envie, c'est partir. Je fugue plusieurs fois. Je ne sais pas par où aller, mais je pars. Parfois, je crie, je tape, je pleure, je ne comprends pas. Donc ça, c'est cet adulte, hein, qui raconte comment il a reconstruit les choses. Et pour lui, c'est tout à fait une grande compétence de pouvoir raconter maintenant, mais il est passé par des étapes extrêmement compliquées au niveau même relationnel pour comprendre qu'il était adopté, en fait. Une autre adulte anciennement adoptée raconte également son expérience. Elle intervient d'ailleurs dans le DU à Angers. Et elle dit que pour elle, bon, elle a fait plusieurs foyers et familles d'accueil avant d'être adoptée à l'âge de 8 ans. Et elle dit, lorsqu'elle voyait arriver un professionnel, eh bien, ça annonçait qu'elle allait changer de lieu de vie. Alors, pour elle, ne pas s'attacher à ces adultes, c'était son seul moyen de survie. Autre moment, donc on passe à une autre étape commune, hein, c'est l'amorce du processus de filiation, c'est la rencontre adoptive avec là aussi différents éléments, euh, quel que soit l'âge de l'enfant, hein. Euh, on sait qu'il y a le plus souvent euh, une sorte de flou, de malaise aussi, une angoisse, hein, qui peut se former. Le comportement le plus typique consiste à marquer une certaine réserve de la part de l'enfant, hein, de la timidité, voire à pleurer silencieusement, mais généralement à se laisser apprivoiser dans les 24 heures. Là aussi, Jean Vital de Montléon a évoqué le syndrome de l'aéroport de Bogota, hein, en disant lorsque l'enfant, dans les premiers temps de rencontre avec ses nouveaux parents, va mettre en place diverses conduites de réserve, voire de rejet, d'accroche instantanée pour certains, de colère, de test, hein, tant que, en fait, il est dans cette phase d'entre-deux, et puis passer un sas, passer un portique d'aéroport, passer un seuil d'une porte, et bien là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se lâche. Et puis, certains enfants, ou en tout cas les parents qui en parlent dans l'après-coup, qui disent que leur enfant a dormi pendant plus de 12 heures d'affilée parce qu'il s'est complètement relâché après. Euh, Avec également la période de régression. Donc là aussi, c'est plus en référence à des paroles, des propos d'une maman qui m'avait raconté que elle avait adopté son enfant qui avait 9 ans lorsqu'il était arrivé, et qu'en fait, elle n'avait pas été préparée, on ne lui avait pas dit que, qu'il allait avoir une phase de régression, et elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce grand enfant ait besoin de se rapprocher d'elle, de la téter, et pour elle, ça avait été extrêmement complexe parce que elle n'y était pas préparée, elle ne s'y attendait pas, elle n'avait pas projeté ça. Euh, Les relations aux parents, bien, par la suite, sont des relations qui sont entières et paradoxales, composées d'amour véritable, de rancœur aussi, inavouée parfois, avec tout l'impact de ces représentations, hein, qui peuvent se construire. Euh, donc, tout ceci vient contribuer à la construction, à l'élaboration d'un sentiment d'identité personnelle. Le sentiment d'identité personnelle, c'est ce qui permet de se reconnaître en tant que sujet. C'est ce qui permet de faire référence à une identité subjective. C'est ce qui permet de nous sentir en continuité avec nous-mêmes dans le temps. Évidemment, quand une histoire est marquée par différents changements de lieu de vie, par exemple, eh bien, ce sentiment de continuité de soi peut parfois être un peu mis à mal. Donc ça aussi, les professionnels vont avoir à accompagner ça, au-delà des parents, bien sûr, mais les professionnels aussi peuvent avoir ces éléments-là en tête. Dans l'identité, hein, il y a plusieurs dimensions.
des, dimensions de continuité ou de permanence. Alors quand le lien d'attachement a justement été marqué par de la non-permanence, eh bien, comment ça vient, questionner, comment ça vient, mettre parfois en difficulté, pas toujours, mais parfois, créer quelques difficultés. La notion de cohérence, d'unité, si, dans, les souvenirs, la personne a des souvenirs où elle se voit à différents endroits avec différentes personnes, bien là aussi, comment, pouvoir construire son unité, être toujours, elle-même malgré tous ces changements. La positivité de soi, la différenciation interne-externe. Évidemment, cette différenciation interne-externe, elle est fortement aidée par la présence d'une ou quelques figures d'attachement présentes et sécurisantes. L'affirmation de soi, comment on peut dire, «Je suis moi» et parfois dire «Je suis moi», ça se fait dans une rupture avec le milieu ambiant parce que c'est la seule possibilité pour pouvoir s'affirmer. Et puis l'originalité, qu'est-ce qui fait qu'on est unique en fait, hein? Et tout ça, ça fait partie des dimensions identitaires que l'on va, parfois avoir à accompagner aussi en tant que professionnel. Qu'est-ce que ça fait, qu'être adopté? Alors, être adopté, ça oblige, nous disait, Berger, à l'élaboration de sa propre théorie sur ses origines. Ça veut dire qu'il y a cette activité de représentation, de compréhension, hem et parfois, bah, justement, cette question d'élaboration d'une théorie sur ses origines, elle peut, générer un mal des origines. Alors c'est pas systématique, hein, même si, ça devient un sujet un petit peu, à la mode actuellement, autant qu'il y a quelques années autour des troubles de l'attachement ou autres. Mais effectivement, quand les origines font mal, ça vient cogner de l'intérieur, ça vient effectivement, questionner et rendre, quelque chose de confus, hein, et de désorganisé. Et donc là aussi, probablement qu'il y a un accompagnement, de la part de personnes tierces pour pouvoir, aider, remettre du sens, refaire sens, hein, lorsque ça fait mal de l'intérieur. Hem, voilà, bon j'avance un petit peu rapidement et ça pourra être, redéveloppé, par la suite. L'adolescence est une période un petit peu spécifique. Alors elle est spécifique dans l'histoire de vie de chacun parce que c'est là qu'on prend aussi, on quitte quelque chose de l'enfance pour s'engager vers, ce monde, adulte qui parfois, peut être angoissant. Dans l'adoption, ça peut être un petit peu compliqué aussi, justement parce que, il y a eu tout ce parcours avant, cette sensibilité autour, des liens d'attachement, qui se font, qui se défont ou qui se refont ou de façon un peu, compliquée aussi, parfois. Peut-être qu'avec l'adolescence, l'adopté va tester encore plus ou va continuer de tester le blindage, la solidité des ancrages, auprès, de ses parents. Hem, Au niveau des recherches, que j'avais mises en place autour de, notamment, l'attachement, chez des adolescents adoptés, là, c'est, un peu, les résultats, obtenus auprès d'un échantillon relativement, peu important, hein, 121 adolescents adoptés que j'avais rencontrés, où, j'avais pris en considération à la fois, l'âge, au moment de l'abandon, abandon étant utilisé comme un terme, générique, et puis, l'âge aussi au moment de, l'adoption et l'écart et la durée, entre, ces 2 âges qui, a du sens. Et donc là, c'est la répartition, auprès de cet échantillon qui rejoint un petit peu, en fait, la répartition dans la population générale. Il y a de nombreuses études qui, proposent, voilà une répartition, des différentes, modalités, relationnelles. Dans la population générale, sur l'attachement sécurisé, on est, entre 58 et 66 qui privilégient, plutôt un attachement sécurisé. Bon là, c'est aussi la stratégie, majoritaire, chez, ces adolescents rencontrés. Un petit peu en dessous, de la proportion générale, mais voilà. Ce qu'on a un petit peu plus, par contre, c'est, de la préoccupation. Donc c'est une stratégie d'attachement insécurisé.
Mais voilà, qu'on va retrouver chez les adolescents en général de façon un peu plus importante. La désorganisation d'attachement, là, c'est plus en référence avec des troubles de l'attachement, effectivement. Et mon temps est terminé, si j'arrive plus à l'arrêter. Voilà. Et donc là, il y a effectivement 5% sur cet échantillon. Bien sûr, à chaque fois, dans la population générale, on est à 1 à 3% de désorganisation. Quand on revient à l'histoire, hein, on voit qu'il y a des traumatismes non résolus dans l'enfance qui peuvent générer de la désorganisation d'attachement. Euh, voilà. Et puis peut-être pour terminer, euh, je vais passer un petit peu. Et au moins terminer sur les propos de cette jeune femme que j'avais trouvé intéressant. Bon, là, il y a des situations qui, à chaque fois, viennent nous dire quelque chose, hein, des attentes autour des professionnels, des besoins aussi qui peuvent être exprimés par rapport à ce parcours particulier de l'adoption. Mais les propos de cette jeune femme, je trouvais ça euh, assez parlant en tout cas. Elle dit, elle a été donc, je l'ai rencontrée, elle avait 18 ans, elle a été adoptée à l'âge de 13 ans. Et donc elle dit, j'étais préparée à mon adoption, je savais où j'allais, j'avais rencontré mes parents 3 mois avant. Mes copines m'ont aidée ainsi que la directrice de l'orphelinat. L'adoption pour moi, c'est un rêve qui se réalisait. Dans l'avion, je me disais, c'est le plus beau jour de ma vie. Finalement, être adopté, ça apporte d'avoir confiance en quelqu'un. Mais le plus dur pour moi, c'est qu'il faut apprendre à être aimé.